Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis sur la première présentation. C'est bon. Alors, donc, je vais, comme annoncé, je vais partager quelques résultats de ma recherche doctorale euh, qui et du coup sur les pratiques pédagogiques et les enjeux sociolinguistiques de l'enseignement du FLE dans le contexte ivoirien où le français se présente à différentes formes, à différents visages. Donc, il sera question plus précisément d'interroger les pratiques et les représentations des enseignants dans le Centre universitaire d'études françaises d'Abidjan, le QF, et sur le français en usage en Côte d'Ivoire et sur son enseignement. Et également, je vais analyser deux supports didactiques qui ont été introduits par des enseignants, notamment deux enseignants pour sensibiliser au français parlé en Côte d'Ivoire. Donc, la problématique, je passe rapidement sur ces parties-là pour entrer vraiment dans le vif du sujet, de la communication porte sur l'enseignement du français, donc standard, dans ce contexte-là, plus précisément, de tout ce qui est adéquation entre les contenus pédagogiques et les réalités sociolinguistiques des apprenants. Donc, j'essaierai de répondre à plusieurs questions. Comment est-ce que les enseignants ils perçoivent les variétés locales? Quelle stratégie pédagogique est-ce qu'ils adoptent finalement face à l'usage d'expressions ou de termes du français local par les apprenants et finalement, de façon pratique, dans les pratiques didactiques, ils en tiennent compte? Alors, je vais rapidement présenter le contexte sociolinguistique ivoirien. Donc, on est dans un contexte de diversité linguistique avec la présence de plusieurs langues locales, mais également le français qui diffère sensiblement du français standard. Là, j'ai mis plusieurs exemples de phrases qui illustrent ce français-là. Mais je vais particulièrement parler de la première phrase. Donc, moi, je bourris mon mind pour gagner mon mangement. On est sur une syntaxe du français standard, mais avec des éléments, par exemple, issus de langues locales, comme le terme ici, bori, qui vient du dioula, qui est une langue locale, mind, qui vient de l'anglais esprit. Donc, bori, ça veut dire travailler. Mind qui veut dire esprit, donc dans le contexte plus intelligence pour gagner mon mangement. On a ce néologisme-là qui signifie nourriture, plus précisément pain quotidien. Donc, moi, juste de mon intelligence pour gagner mon pain quotidien. Voilà, donc le français parlé en Côte d'Ivoire se présente sous plusieurs formes, sous une forme de continuum sur lequel on a ce que j'appelle le français standard ivoirien, ici donc standard dans le sens de la langue la plus couramment employée au sein de la communauté linguistique en Côte d'Ivoire. Et ce français-là est une fusion de ce que dans la littérature, les chercheurs appellent le français ivoirien, le FI, et le FPI. Et on a également le Nouchi, je reviendrai rapidement sur les caractéristiques de ces parlers. Et on a également le Nouchi qui est la variété, la forme du français ivoirien la plus cryptique, surtout au niveau de son vocabulaire, et qui est beaucoup parlé par les jeunes et surtout dans les zones urbaines. Euh, donc, quelques caractéristiques du FSI, donc, sur lesquelles je me suis basée pour ma recherche doctorale. Il y en a plusieurs, mais moi, je me suis basée sur les marqueurs discursifs socialement marqués, comme par exemple les onomatopées, les interjections, comme l'exemple de Haï, qui, dans les conversations quotidiennes, signifie marque l'étonnement ou marque une incompréhension. On a des emprunts aux langues locales, comme par exemple le thème Yako qui est utilisé en français ivoirien pour exprimer sa compassion quand quelqu'un passe un temps difficile, une peine ou une douleur. On a des cas de résémantisation de certains mots du français standard, comme ici le terme maquis, qui loin du vocabulaire de la guerre, qui fait référence en Côte d'Ivoire à un restaurant, c'est un restaurant ivoirien, un restaurant où on va aller manger, où on va aller boire. Il y a des influences des langues locales
avec des réduplications de mots, comme par exemple, on dira à quelqu'un, fais vite, vite, pour lui dire de se hâter. Il y a des propositions, des postpositions abondantes dans le langage de l'art, des influences phonologiques des langues ivoiriennes sur le français parlé localement. Donc, quelques caractéristiques du Nushi. Donc, comme je disais, il est beaucoup marqué par son lexique euh, qui est codifié, qui peut être cryptique, par moments même beaucoup. Et donc, on a des verbes, par exemple, invariables empruntés des langues locales. Donc, notamment là, l'exemple de Béou qui veut dire fuir, qui est emprunté du dioula, qui est une langue locale. Des cas de résémantisation des mots du français, comme le terme pain qui signifie le pain, l'aliment là. Mais en plus de ça, pain qui veut dire aussi mon petit ami ou ma petite amie. Donc, on dira c'est mon pain. C'est mon pain. Donc, il y a des associations également de mots français avec une autre langue, que ce soit une langue locale ou une langue étrangère, des cas d'emprunt aux langues locales, d'emprunt aux langues étrangères et beaucoup de néologismes. Et c'est dans ce contexte-là que baigne le public du QF d'Abidjan. Donc, c'est un public qui de niveau B1, niveau B2, ce sont des étrangers, des anglophones qui apprennent le français au QF, mais qui vivent en Côte d'Ivoire, qui baignent, donc qui entendent ces formes, le français ivoirien, qui sont confrontés, pour certains qui l'utilisent, d'autres ne comprennent pas et sont confrontés, enfin, qui sont un peu perturbés par rapport à ce qu'ils entendent en dehors de la classe et ce qu'ils entendent à l'intérieur de la classe. Donc, ce contexte-là, naturellement, va soulever certains enjeux au niveau de l'enseignement du FLE, notamment des tensions entre la norme académique du français et les usages locaux, qui sont des défis pour les enseignants, finalement, quant à l'adéquation des contenus pédagogiques au contexte ivoirien. Mais un autre enjeu aussi, c'est aussi le déphasage qu'il y a entre les manuels qui sont utilisés et le contexte. Donc, finalement, on peut se poser quelle est la place de ces usages-là dans l'enseignement du FLE au QF d'Abidjan. Donc, le cadre de cette communication s'inscrit dans le cadre de la sociolinguistique variationnisme, de la didactique du plurilinguisme et plus précisément de la didactique de contextualisation des langues qui propose d'inscrire les langues dans ce contexte socioculturel réel des apprenants et d'adapter ainsi les pratiques d'enseignement aux différents contextes d'apprentissage. Donc, dans le cadre de cette étude centrée sur le QF d'Abidjan, j'ai fait des entretiens avec 7 enseignants du QF, dont 3 qui ont des cours qui sont axés sur l'oral, 3 autres des cours qui sont axés sur l'écrit, et une enseignante en particulier qui a un cours qui est axé et sur l'écrit et sur l'oral. Euh, j'ai fait également des observations de classe avec ces 7 enseignants et analyser du coup les 2 supports. Il s'agit d'un recueil lexicographique trilingue et d'une animation, l'animation d'Iaoufoué, que j'ai analysée. J'ai fait une analyse de contenu. Je me suis basée également sur la typologie de feedback correctif de Ranta et de Lister pour pouvoir analyser les interactions de classe. Alors, je passe rapidement aux résultats. Je vais présenter d'abord les pratiques observées à travers les données issues des entretiens et des observations de classe. Donc, on observe une perception à tendance négative du français en usage en Côte d'Ivoire chez les enseignants qui se traduit entre autres par les mots qu'ils utilisent pour parler de ce français. Pour eux, il s'agit d'un faux truc, d'un français du marché, d'un argot ou encore d'un français qui est parlé par le petit personnel ou des personnes qui sont non scolarisées. Donc, on peut voir cette tendance de la perception négative, mais également aussi un jugement sociolinguistique finalement sur les locuteurs qui parlent ce français. Ensuite, on observe un autre résultat qui ressort, c'est la tolérance mitigée du français
ivoirien en classe. Donc, on observe une influence des représentations sur la tolérance, non seulement de la présence du français ivoirien dans la classe, mais également de son enseignement. Donc, les enseignants qui ont une perception négative du français en usage en Côte d'Ivoire sont moins tolérants à son enseignement. Il y a également cette corrélation qui s'est avérée évidente entre le type de cours enseigné et la tolérance à l'enseignement de la variété locale. Donc, les enseignants qui sont plus axés sur l'oral sont plus ouverts à son enseignement, à l'enseignement de la variété locale, contrairement à ceux qui donnent des cours qui sont axés sur l'écrit. Également, dans les pratiques déclarées, on note une correction systématique des enseignants. Pratiquement tous les enseignants déclarés corrigeaient à chaque fois que un apprenant utilisait un terme du français local. Et ça peut se traduire soit par un recadrage où la forme normée est acceptée et la variante locale est exclue, ou certains enseignants qui sont dans une démarche je ne pourrais pas rester en détail sur les exemples, mais plus dans une démarche pragmatique, comme dans l'exemple qu'on a ici, l'enseignant, il va d'abord accepter le terme de la variété locale, donc oui, ici, ou Bolo, il lui dit ça marche et ensuite il lui demande de reformuler de sorte à ce qu'on arrive à une forme qui est dans la norme académique. Alors, les données ont montré également que la majorité des enseignants déclarent ne pas utiliser eux-mêmes la variété locale en classe. Donc, sur 7 enseignants, 5 enseignants déclarent ne pas l'utiliser, contrairement à 2 enseignants qui ont déclaré l'utiliser pour pouvoir adapter leur langage à celui des apprenants. Et les pratiques effectives de classe, quant à elles, elles ont montré effectivement qu'il y a un feedback correctif qui apparaît comme une stratégie enseignante face à l'usage du français local par les apprenants, mais cependant, il y a deux tendances qui se dégagent. Donc, quand il s'agit des écarts linguistiques, il y a des corrections, mais quand il s'agit d'écarts sociolinguistiques, que j'appelle écarts sociolinguistiques, c'est tout ce que j'ai cité au départ, comme les marqueurs discursifs, les expressions et tout, il y a moins de corrections et les pratiques ont montré également que les enseignants eux-mêmes, même pour ceux qui sont réticents à la légitimité de la variété locale, utilisent ce français-là en classe. Je passe rapidement aux 2 initiatives qui ont été introduites dans la classe. Donc, il s'agit d'un recueil lexicographique qui a pour objectif, selon les propos de l'enseignante et ce qui est marqué dans le recueil, de permettre d'aider les apprenants à différencier les variétés je cite, pour ne pas les utiliser la norme académique. Tandis que dans le cadre de l'animation, l'objectif est on est plus dans une démarche interculturelle où l'enseignant dit vouloir éveiller les apprenants au français local qui est parlé et surtout à son intonation. Voilà, je vais passer rapidement pour parler finalement de la stratégie didactique qui est adoptée dans ces outils-là. Concernant le recueil, on est, comme je disais, dans une démarche plutôt normative, dans une démarche aussi déjà comparative, parce que, comme on peut voir ici, il se présente sous forme de tableau avec 3 entrées linguistiques, donc en français, en anglais et en mandarin. J'ai oublié de le signaler. Et en mandarin et sous forme aussi de thématiques. Alors, je vais passer un peu rapidement, je cours contre le temps. Et du coup, la place de la variation finalement dans le recueil, il s'est avéré qu'effectivement, il y a de la variation, il y a du français ivoirien qui est bien présent dans le recueil, mais abordé sous un angle de vue normatif. Par exemple, le nouchi, la variété attribuée à la variété des jeunes, n'est pas présent en marge. On ne trouve que deux exemples, par exemple, que seulement 2 exemples dans le recueil. Et il y a une forme de standardisation aussi des formes locales, comme si on essayait dans le recueil, chercher à rendre les formes réelles plus académiques. Par exemple, l'expression ici, le poisson vit dans l'eau, mais on peut le noyer. Enfin, l'usage réel, c'est poisson vit dans l'eau. Il n'y a pas d'article, en fait. Poisson vit dans l'eau, mais on peut le noyer. Il y a également une inadéquation, je trouve, des formes prescrites. Par exemple, le recueil va prescrire aux apprenants de dire frites de bananes, plantain mûr, plutôt que de dire locaux. Et je pense que si en contexte, un apprenant, il va se présenter devant un vendeur disant qu'il veut des frites de bananes, plantain mûr, il aura du mal à se faire comprendre. Et ça c'est sûr.
Alors, quelques traces du français ivoirien dans l'animation. Je ne vais pas pouvoir lire l'exemple là, mais on trouve des interférences des langues, comme par exemple l'interjection SIJ qui est utilisée, et naka qui est une forme verbale assez stable qui est dans le français ivoirien et qui exprime le subjonctif. Voilà, je propose là une analyse croisée de ces deux démarches euh, qui, qui ont des intentions pédagogiques différentes finalement. Donc, le recueil lexicographique, il a une visée plutôt prescriptive et normative, tandis que l'animation, on est plutôt dans une démarche interculturelle et d'éveil au français local. Et il se trouve que les représentations des enseignants ont une influence sur leur choix, en fait. C'est que l'enseignante qui a introduit le recueil est non tolérante à son enseignement, tandis que l'enseignant numéro 2 il a non seulement une représentation positive des variétés locales, mais également tolérant, sinon très favorable même à son enseignement. Mais d'une manière ou d'une autre, ces deux outils sensibilisent et développent une compétence socio-linguistique interculturelle chez les apprenants. Ils sont d'une manière ou d'une autre en contact avec les variétés locales, avec les expressions et qui pourra faciliter ou améliorer encore leur intégration sociale. Alors, je termine rapidement. Ce que disent les résultats qui ont été présentés? Déjà que les représentations des enseignants peuvent être des obstacles à une approche inclusive et contextualisée de l'apprentissage. Et également, on observe ce décalage-là entre le discours normatif et les pratiques de classe. Donc, comme je disais, même chez les plus réticents, chez les enseignants, ils parlent de la variété locale. Donc, il y a aussi ce résultat-là qui ressort, c'est qu'au niveau des particularités, des marqueurs sociolinguistiques du français en usage en Côte d'Ivoire, il y a très peu de corrections de la part des enseignants qui eux-mêmes utilisent ces variétés-là. Donc, ça peut être peut-être une raison du fait qu'ils n'agissent pas enfin, ils ne réagissent pas quand les apprenants les emploient. Ensuite, les deux initiatives, ben, on observe ce décalage entre les attentes pédagogiques et les réalités sociolinguistiques qui ne sont pas prévues dans les manuels qui sont utilisés. Et il y a cet effort didactique de contextualisation qui, pour moi, montre que l'enseignement du français peut être finalement repensé bien au-delà d'un modèle unique francophone européen et qui peut s'ouvrir à une pédagogie contextualisée et pluricentrique. Alors, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'avoir été le temps également. Euh, Ce que vous mettez en évidence, finalement, c'est ce tiraillement hein, que tous les enseignants de français, notamment dans des contextes pluriels, connaissent, donc aux normes locales, internationales. Je trouve très intéressant aussi cette approche un peu nuancée, c'est-à-dire entre légitimité, illégitimité, emploi, censure, etc. Donc, ça montre la complexité hein, de ces espaces d'intervention. Est-ce qu'il y a des questions Il y en a une en ligne. Oui. Marie, vous avez levé la main? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Super. Déjà, merci pour cette super présentation. Et moi, je voulais revenir sur un choix lexical que vous avez fait lorsque vous parlez de français standard ivoirien. Et je trouve ça très intéressant, votre choix d'utiliser le terme français standard pour le lier au contexte ivoirien, sachant qu'en général, le français standard est utilisé pour parler de celui qui est parlé en France hexagonale et enseigné de manière voilà, globale. Et je voulais savoir d'où vient ce choix pour vous et est-ce que dans le contexte ivoirien, le français standard ivoirien, du coup, dont vous parlez, il concerne la vie de tous les jours ou aussi le milieu administratif, voilà, ce genre d'endroit où en général le français de l'Hexagone est voilà, très formaté et en général présent. Voilà, je voulais savoir ça.
Alors, je suis partie, merci déjà pour la question, je suis partie sur le thème de français standard, effectivement, non pas dans le sens d'une langue qui est prescrite ou standardisée, mais plutôt vraiment dans le sens d'une langue la langue qui est couramment employée au sein de la communauté. Et en dehors du Nushi, dans les conversations quotidiennes, c'est vraiment dans ce français-là qu'on parle. Et dans la littérature, comme j'ai dit, il y a ce français, enfin, comment les sociolinguistes ivoiriens, ils font une répartition entre le français ivoirien, ce qu'ils appellent le FI, et ce qui est appelé le français populaire ivoirien. Mais de plus en plus, c'est qu'ils s'accordent à dire qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de distinction, on ne peut pas faire vraiment de distinction entre ces deux, et que finalement, c'est le niveau de scolarisation du locuteur qui va faire qu'on va pencher si c'est le FI ou ça sera le FPI. Donc, moi, je me dis, je pense que c'est mieux de les fusionner finalement et puis de se dire, bah, c'est l'indice qui permet de basculer soit en FI ou en FPI. C'est finalement le niveau de scolarisation du locuteur. Sinon, ils ont pratiquement les mêmes critères, les mêmes caractéristiques dans les descriptions. Et dans l'administration, officiellement, c'est le français standard qui est censé être parlé, mais dans les communications quotidiennes, oui, ce français-là, ce français standard ivoirien, il est parlé au quotidien, dans les salles de classe, en dehors et tout. Merci beaucoup. Je me permets d'enchaîner avec une question aussi. Parmi les enseignants qui interviennent au QF d'Abidjan, est-ce qu'il y a seulement des enseignants locaux ou aussi des enseignants qui viennent d'ailleurs? Et si oui, est-ce que vous avez pu observer des différences dans le positionnement? Euh, non, en fait, il n'y a que des enseignants locaux qui ont fait leur formation plutôt en FLS même, qui ont fait leur formation à l'UNS et tous et qui se sont retrouvés à enseigner le FLE. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Ce sont les enseignants qui parlent ces variétés-là. Il y a des séquences où même quand on observe dans la classe qui ne sont pas pris en compte parce que je ne dois pas les prendre en compte, que par exemple le téléphone de l'enseignant, il sonne, il se met à parler même en ouchi ou à parler, voilà. Du coup, oui, qu'ils utilisent, ils pratiquent, ils parlent en fait cette langue-là. Petite curiosité, on a vu le chinois mandarin qui est cité. Pour quelle raison le mandarin est présent en Côte d'Ivoire? Ah, d'accord, oui, effectivement. Bon, il y a les apprenants du QF en majorité, ce sont des apprenants anglophones africains qui viennent des pays tout aux alentours de la Côte d'Ivoire, mais il y a également un public chinois et un public japonais pour des personnes qui viennent s'installer, soit pour des activités professionnelles en Côte d'Ivoire et tout. Du coup, voilà, comme ça. D'autres questions, d'autres remarques? Isabelle? Est-ce que le fait que les marqueurs discursifs n'aient pas fait l'objet de la norme de manière aussi forte qu'un ton verbal ou des attitudes grammaticales, est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est rattaché à un oral moins normatif ou c'est plutôt un manque de formation des enseignants qui eux-mêmes ne connaissent, ne repèrent pas ces marqueurs discursifs parce qu'ils sont passés sous le radar et donc ils seraient moins soumis à cette forme d'idéologie du standard parce qu'en fait, ils passent un peu... Oui, oui, je me suis demandé ça aussi, parce que je me suis posé la question et je me dis, parce que c'est implicite, peut-être qu'ils s'en rendent même pas compte qu'ils utilisent en fait ces formes-là. Et après, pour moi, ça me questionne aussi sur leur conception finalement du français ivoirien, du français local. Est-ce que le français local, à quel niveau est-ce qu'il situe que ça c'est du français local et ça c'est pas du français local? J'ai l'impression que où il corrige, c'est vraiment où il y a vraiment des erreurs, comme je dis, des écarts linguistiques qui sont au niveau phonétique, au niveau syntaxique, au niveau grammatical. Là, pour eux, j'ai l'impression que c'est là qu'on se dit, là, on sort du cadre du cadre établi, du cadre de la norme. Et en ce qui concerne les aspects, les marqueurs discursifs, par exemple, peut-être qu'ils s'en rendent même pas compte ou voilà, qu'ils l'acceptent simplement. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir des enseignants non locaux pour voir comment en réalité leur perception de ces aspects-là. Oui, j'avoue, ça aurait été intéressant.
Ah, c'est pas du tout. Et une demande de prise de parole en ligne. Mais peut-être juste avant, juste pour rebondir sur ce que disait Isabelle, effectivement, il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait, parce qu'il y a effectivement des choses qui doivent relever tout simplement de la non-perception, parce que justement, on n'a pas appris à regarder l'oral en interaction. Et puis des choses qui relèvent effectivement du local versus standard. Donc il y a sans doute plusieurs paramètres qui se croisent. Et donc, Marielle, qui voulait aussi poser une question. Merci Emmanuel. En vous écoutant, c'était passionnant et je connais un peu la Côte d'Ivoire pour y être allée, avoir dirigé 2 ou 3 thèses. J'ai repensé, excusez-moi d'être égocentrique, à ce que je disais au début de ma communication, à savoir ce qui s'est dit à Pointe-à-Pitre dans la journée du 15 avril, où j'avais remarqué, c'était mon 3e point, qu'il y avait une dimension décoloniale qui était marquée dans plusieurs communications. Et je voulais vous demander si dans les commentaires métalinguistiques, normatifs souvent, peut-être un peu choquants pour nous, il faut pas dire, enfin, avec les verbes on doit, il faut des enseignants, ou bien les réactions parfois des apprenants, cette dimension coloniale ou décoloniale, je ne sais pas, avec laquelle on peut regarder les langues en se disant quel est ce français normé et soi-disant ou entre guillemets standard qui permettra ma réussite peut-être scolaire ou sociale, est-elle prise en compte? Est-ce que c'est exprès que vous en avez peu parlé ou est-ce que c'est moi qui ai raté un bout de votre exposé? Je pense que c'est plutôt moi qui ne je me suis pas attardée là-dessus, ou je suis passée vraiment rapidement. Mais effectivement, il y a cette idée-là, surtout dans la question de la norme bon, là, ici, j'en parle pas, chez les enseignants et même chez les apprenants, où le français local et le français standard, ce qu'ils disent le français de France, parce que même les enseignants qui disent ne pas parler le français local se disent parler un français, mais le français de France. Ah oui. Et oui, ils disent parler le français et enseigner le français de France. Et il y a vraiment cette idée-là où la référence à la norme, que ce soit chez les apprenants ou chez les enseignants, c'est le français de France. Et c'est assigné en fait à un français qui ouvre des portes, qui permet de réussir, contrairement au français local qui au niveau socialement ne permet pas ou ne permettra pas aux apprenants de pouvoir réussir. Donc sans distance critique par rapport à cette norme que l'on souhaite. Oui, oui. Même au niveau de leur perception de ce français local-là, ils les traitent, enfin, pour certains, comme une incidence parasite, en fait, un obstacle, même à l'enseignement du français standard, du français académique. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup.